J'étais à mon bureau d'angle quand mon assistante m'a dit que ma mère et mon frère étaient dans le hall sans préavis. Je ne les avais pas vus depuis 3 ans. Pas depuis que j'avais coupé le contact après qu'il m'ait demandé de co-signer un prêt pour la 5e entreprise ratée de mon frère. Mon estomac s'est noué. Je savais qu'ils avaient découvert d'une manière ou d'une autre ma récente promotion au poste de vice-présidente principale et mon salaire à 6 chiffres. J'ai pris l'ascenseur et dès que j'ai vu leur visage, j'ai su que cela ne finirait pas bien. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et ils étaient là. Ma mère, Carole, était assise sur l'un des canapés en cuir du hall, son sac à main serré fermement sur ses genoux. Mon frère Tyler, à 32 ans, se prélassait à côté d'elle comme s'il était le propriétaire des lieux. Il se plaignait bruyamment à la réceptionniste du goût de terre du café gratuit. J'ai senti mon sourire professionnel se figer sur mon visage. La réceptionniste, Amanda, a semblé soulagée de me voir. Elle avait probablement dû supporter l'attitude de Tyler pendant les 10 dernières minutes. Carole s'est levée dès qu'elle m'a repéré. Ses yeux ont balayé mon tailleur bleu marine, ma mallette en cuir, le badge d'employé suspendu à mon cou. Je pouvais presque la voir calculer des chiffres dans sa tête. Tyler n'a pas pris la peine de se lever. Il m'a juste lancé ce sourire narquois qui a ravivé tous les terribles souvenirs de notre enfance. La façon dont il cassait mes affaires et disait à nos parents que c'était moi. La façon dont il mangeait mon déjeuner et disait « j'ai dû l'oublier ». La façon dont nos parents le croyaient toujours, toujours. J'aurais dû faire demi-tour et remonter sur le champ. Mais des années de conditionnement m'ont fait avancer à la place. Carole m'a serré dans ses bras, une étreinte qui ressemblait plus à un piège qui se referme. Elle sentait la même chose, du parfum de pharmacie et du chewing-gum à la menthe. Quand elle s'est reculée, il y avait de vraies larmes dans ses yeux. Des fausses, mais des larmes quand même. Heather, ma chérie, tu es magnifique. N'est-ce pas qu'elle est magnifique, Tyler? Tyler s'est finalement levé, s'étirant comme s'il venait de se réveiller. Il portait une chemise boutonnée froissée et un jean avec une tache sur le genou. Ouais, bien sûr. Très chic. J'ai gardé ma voix basse, consciente d'Amanda et des autres personnes qui se déplaçaient dans le hall. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment avez-vous même trouvé mon bureau? La main de Carole a volté sur sa poitrine. Est-ce une façon de saluer ta mère? Je t'ai mieux élevé que ça. Non, tu ne l'as pas fait, ai-je pensé. Mais je ne l'ai pas dit. Pas ici. Pas devant mes collègues. Pouvons-nous parler quelque part en privé, a demandé Carole, sa voix prenant ce ton blessé que je connaissais si bien. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. J'avais une réunion dans 45 minutes. Il y a un café à 2 pâtés de maison d'ici. Je peux vous donner 20 minutes. Tyler a reniflé. 20 minutes. C'est généreux. Je l'ai ignoré et je les ai conduits hors du bâtiment. L'air d'octobre était vif, et j'en étais reconnaissante. Il m'a un peu éclairci les idées. Nous avons marché en silence jusqu'au café, un endroit où j'étais allé des dizaines de fois pour des déjeuners de travail. J'ai prié pour que personne de mon bureau ne soit là. Nous avons eu de la chance. La foule de l'après-midi n'était pas encore arrivée. Je me suis acheté un thé. Carole a commandé le latte le plus cher du menu. Tyler a pris 2 pâtisseries et une grande boisson au caramel. Je n'ai pas proposé de payer. Tyler a dû fouiller dans ses poches pour trouver des billets froissés. Nous nous sommes assis à une table au fond. J'ai posé mon téléphone face visible sur la table et j'ai lancé un minuteur. 20 minutes. Carole n'a pas perdu de temps. J'ai vu ta mise à jour sur LinkedIn. Félicitations pour la promotion, au fait. Tu ne nous l'as pas dit. Nous ne nous parlons pas, maman. C'était l'accord il y a 3 ans. C'est un peu dramatique, tu ne trouves pas? Nous sommes toujours une famille. Tyler a mordu dans sa pâtisserie, projetant des miettes. J'ai toujours su que tu réussirais, Serette. Tu as toujours été l'intelligente. C'était un mensonge. Tyler avait passé toute notre enfance à me dire que j'étais stupide, laide et que je n'arriverais jamais à rien. Nos parents ne l'avaient jamais corrigé. Carole s'est penchée en avant, son expression devenant plus sérieuse. J'ai regardé ce que gagnent les vice-présidents principaux dans ton entreprise. La fourchette est assez impressionnante. Voilà. Mon estomac s'est noué. Je ne suis pas venu ici pour discuter de mon salaire. Bien sûr que non, ma chérie. Mais puisque nous parlons,
Tyler et moi traversons une mauvaise passe financièrement. Tyler a hoché la tête avec enthousiasme. Vraiment mauvaise. J'ai pris une gorgée de montée et j'ai attendu. C'était leur spectacle. Autant les laisser le jouer. Carol a joint ses mains sur la table. Tyler a des dettes de carte de crédit, rien qu'il ne puisse gérer à terme, mais les intérêts le tuent, et j'essaie de constituer mon fonds de retraite. Tu sais, je n'ai pas beaucoup économisé. Combien, ai-je demandé sèchement. Carol s'est égayée, prenant ma question pour de l'intérêt. Eh bien, nous avons calculé que 50 000 $ serait parfait. 25 000 $ pour les cartes de Tyler, et 25 000 $ pour mon compte de retraite. C'est vraiment très raisonnable. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le son est sorti, sec et amer. 50 000 $? Vous voulez que je vous donne simplement 50 000 $? Ce n'est pas tant que ça pour quelqu'un qui gagne ce que tu gagnes, a dit Tyler en léchant le caramel de ses doigts. Tu dépenses probablement autant en chaussures ou je ne sais quoi. J'ai regardé mon frère, cet homme adulte qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, qui avait gaspillé 5 entreprises financées par l'argent de nos parents, qui m'avait volé plus de fois que je ne pouvais compter. Non. Carol a cligné des yeux. Quoi? Non, je ne vous donnerai pas 50 000 $. Je ne vous donnerai pas 50 $. Je ne vous donnerai rien. Le visage de Tyler est devenu rouge. Tu es sérieuse en ce moment? Complètement sérieuse. J'ai eu 2 emplois pendant mes études pendant que tu faisais la fête avec l'argent de maman et papa. J'ai payé mes propres frais de scolarité avec des bourses et des prêts étudiants que je viens de finir de rembourser l'année dernière. Je suis arrivé là où je suis sans aucune aide de votre part. Les larmes de Carol sont revenues, mais cette fois elles semblaient plus réelles. Des larmes de colère. Comment peux-tu être si égoïste après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'avez-vous fait pour moi, maman? Nomme une seule chose. Elle a bafouillé, sa bouche s'ouvrant et se fermant. Tyler est intervenu, sa voix s'élevant assez fort pour que d'autres clients se tournent pour regarder. Nous t'avons donné un foyer. Nous t'avons nourri. Nous t'avons soutenu. Vous avez fait le minimum légal requis des parents. Vous voulez une médaille? Je me suis levé, attrapant mon téléphone. Mes 20 minutes étaient presque écoulées de toute façon. Ne me contactez plus. Ne venez pas à mon bureau. Ne m'appelez pas. C'est fini. Carol s'est levée aussi, sa chaise raclant bruyamment. Tu vas le regretter, Heather. Tu vas regretter de traiter ta famille de cette façon. Je suis parti sans un autre mot. Mes mains tremblaient en retournant au bureau. Mais je l'avais fait. J'avais dit non. J'avais tenu bon. Je me suis senti fier de moi pendant environ 6 heures. Puis mon téléphone a commencé à sonner. D'abord, c'était ma tante Patricia, puis mon oncle George. Puis ma grand-mère Dorothy, qui m'avait aidé à m'élever quand j'étais petite, et que j'aimais vraiment. Le temps que je rentre ce soir-là, j'avais 12 appels manqués et 2 fois plus de SMS. Chacun d'un membre de la famille dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois ou des années. J'ai écouté le message vocal de Dorothy avec une horreur croissante. Heather, ma chérie, ta mère m'a appelé en larmes. Elle a dit que tu gagnes 400 000 $ par an et que tu as refusé de l'aider alors qu'elle est en difficulté. Elle a dit qu'elle a tout sacrifié pour toi et que tu lui as jeté ça au visage. Je suis très déçu de toi. Appelle-moi quand tu seras prête à faire ce qu'il faut. 400 000 $. Je ne gagnais pas du tout autant. Carol avait gonflé mon salaire et déformé toute la rencontre. J'ai essayé de rappeler Dorothy pour lui expliquer, mais elle n'a pas répondu. J'ai essayé d'envoyer un texto. Rien. J'ai passé cette nuit à lire des messages de cousins, tantes, oncles, même des amis de la famille. Carol avait appelé tout le monde. Elle avait raconté une histoire sur le fait qu'elle était désespérée et en difficulté, sur le fait que j'avais réussi et que je l'avais abandonnée, sur le fait que j'avais cruellement refusé d'aider ma propre mère. Personne n'a demandé ma version de l'histoire. Personne n'a remis en question la version de Carol. Ils l'ont simplement cru, comme ils l'avaient toujours fait. Je suis resté allongé dans mon lit cette nuit-là, fixant mon plafond, réalisant que tenir tête à Carol n'était la fin de rien. C'était juste le début. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 nouveaux messages. J'ai arrêté de les lire après les 5 premiers. Tous de membres de la famille que je me souvenais à peine.
tous me disant que je devrais avoir honte de moi. Au travail, j'ai essayé de me concentrer sur mon vrai travail, celui pour lequel j'avais si durement travaillé, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je l'ai finalement mis en silencieux et je l'ai fourré dans le tiroir de mon bureau. Mon assistante m'a apporté du café vers 10 heures. Amanda avait la vingtaine, vive comme l'éclair, et je l'avais recommandée pour une augmentation le mois dernier. Elle a posé la tasse avec précaution et a hésité. « Tout va bien ? Tu as l'air stressé. » J'ai réussi à sourire. « Des affaires de famille. Rien que je ne puisse gérer. » Elle a hoché la tête mais n'a pas semblé convaincue. Je ne la blâmais pas. J'avais probablement l'air d'avoir été heurté par un camion. Cet après-midi-là, j'ai fait l'erreur de vérifier Facebook. Je l'utilisais rarement maintenant, mais quelque chose m'a poussé à me connecter. Peut-être que je voulais voir jusqu'où Carole avait répandu son poison. La réponse était loin, très loin. Carole ne m'avait pas nommé directement dans ses publications, mais elle n'en avait pas besoin. Le cœur brisé aujourd'hui, avait-elle écrit. On sacrifie tout pour ses enfants, et voilà comment ils vous remercient. Certaines personnes oublient d'où elles viennent dès qu'elles ont un peu de succès. Je prie pour avoir des conseils et de la force. La publication avait 63 commentaires, tous sympathiques. Des gens que je connaissais depuis toujours commentaient sur les enfants ingrats et sur le fait que les parents méritent mieux. Plusieurs personnes ont partagé la publication. Tyler avait aussi publié quelque chose. Moins subtil que Carole. Je n'arrive pas à croire que certaines personnes se croient trop bien pour leur propre famille maintenant. L'argent change les gens, je suppose. Je voulais me défendre. Je voulais commenter et dire à tout le monde la vérité. Mais je savais comment ça paraîtrait. Attaquer ma propre mère sur les réseaux sociaux ne ferait que me faire paraître pire. J'ai fermé l'application et j'ai jeté mon téléphone dans le tiroir. Au cours de la semaine suivante, l'assaut a continué. Plus d'appels, plus de messages. Les publications de Carole sont devenues plus fréquentes et plus pointues. Elle parlait de devoir choisir entre les courses et les médicaments. Elle partageait des articles sur la maltraitance des personnes âgées et les enfants adultes qui abandonnent leurs parents. Tyler a commencé à ajouter des détails. Il a publié sur le fait qu'il m'avait toujours admiré, qu'il avait été si fier de mon succès, et à quel point il était blessé que j'ai tourné le dos à la famille. Rien de tout cela n'était vrai. Pas un seul mot. Mais la vérité n'avait pas d'importance quand Carole et Tyler étaient si doués pour mentir. Le pire, c'était de voir des membres de la famille auxquels je tenais vraiment se retourner contre moi. Des cousins avec qui j'avais été proche en grandissant ont cessé de répondre à mes messages. Mon oncle George, qui m'avait appris à faire du vélo, m'a envoyé un long email sur les valeurs familiales et la responsabilité. Et Dorothy, ma grand-mère, la femme qui avait bandé mes genoux écorchés et m'avait aidé avec mes devoirs. Elle a de nouveau appelé et a laissé un autre message vocal. Je ne te comprends plus, Heather. La fille que j'ai élevée ne serait jamais aussi cruelle. Ta mère est ma fille, et elle souffre. Si tu ne veux pas l'aider, aie au moins la décence de t'excuser. Celui-là a brisé quelque chose en moi. J'aimais Dorothy. Son opinion comptait plus que toutes les autres réunies. J'ai décidé d'essayer de lui parler en personne. Peut-être que si je pouvais juste expliquer, lui montrer la vérité, elle comprendrait. Elle avait toujours été la plus raisonnable de la famille. Je l'ai rappelé. Elle a répondu cette fois, sa voix froide. J'aimerais te rencontrer, grand-mère. Puis-je t'emmener déjeuner ce week-end ? Une longue pause. Je suppose. Samedi à midi, viens chez moi. Samedi est arrivé trop lentement et trop vite à la fois. J'ai passé le vendredi soir à rassembler des preuves. Des relevés bancaires de mes années d'université montrant mes paiements de prêts étudiants et les dépôts de mes emplois sur le campus, des emails de professeurs confirmant mon statut de boursière, des fiches de paie des 2 emplois que j'avais eus pendant mes études. J'ai tout mis dans un dossier, organisé et soigné. La preuve que j'avais payé mes propres études. La preuve que l'histoire de Carole était un mensonge. Dorothy vivait dans la même petite maison qu'elle possédait depuis 40 ans, à environ 30 minutes de la ville. Je me suis garé dans la rue et je suis resté assise dans ma voiture un moment, essayant de calmer mes nerfs. Elle a répondu à la porte avant que je ne puisse frapper. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, plus petite en quelque sorte. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière dans son chignon habituel, et elle portait le cardigan que je lui avais offert pour Noël il y a 2 ans. Entre,
a-t-elle dit, sans chaleur dans la voix. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine. La même où elle m'avait aidé avec mes devoirs d'algèbre en 4e. J'ai fait glisser le dossier vers elle. Grand-mère, s'il te plaît, regarde ça. J'ai besoin que tu vois la vérité. Elle a ouvert le dossier lentement, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. J'ai observé son visage alors qu'elle parcourait les documents. Son expression n'a pas beaucoup changé, mais j'ai vu ses lèvres se pincer quand elle est arrivée au relevé de prêt étudiant. Ça montre que j'ai tout payé moi-même, ai-je dit doucement. Maman et papa n'ont pas sacrifié pour mon éducation. Je l'ai fait. J'ai travaillé 60 heures par semaine entre les cours et 2 emplois. J'ai mangé des ramen pour le dîner la plupart des soirs parce que je ne pouvais pas me permettre autre chose. J'ai obtenu mon diplôme avec 43 000 $ de dette qu'il m'a fallu 8 ans pour rembourser. Dorothy a posé un relevé bancaire montrant un dépôt de mon travail à la bibliothèque du campus. 300 $ toutes les 2 semaines. Ta mère a dit qu'elle t'envoyait de l'argent tous les mois. Elle ne m'a jamais envoyé un centime. Grand-mère, je ne mens pas. Je peux te montrer plus si tu en as besoin. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant les papiers. Puis elle a levé les yeux vers moi et ses yeux étaient plus doux. Pourquoi ne nous as-tu pas dit ça avant? Pourquoi nous as-tu laissé penser que tes parents t'aidaient? Parce que j'avais honte. Parce que je ne voulais pas que quiconque sache à quel point c'était difficile. Et parce que maman et Tyler étaient toujours si doués pour me faire passer pour la méchante que je me suis dit que personne ne me croirait de toute façon. Dorothy a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Sa peau était parcheminée et chaude. Je te crois, ma chérie. Je suis désolé de ne pas avoir écouté plus tôt. Le soulagement a été si intense que j'ai failli pleurer. Merci. Merci d'avoir écouté. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Je lui ai tout raconté, les entreprises ratées de Tyler, la demande de co-signature, les 50 000 $ qu'ils avaient exigés, comment ils s'étaient présentés à mon bureau, puis avaient immédiatement commencé à répandre des mensonges. Dorothy a tout écouté, secouant la tête. Quand j'ai eu fini, elle m'a de nouveau serré la main. Je vais parler à Carol. Je vais lui dire d'arrêter ses bêtises. J'aurais dû savoir que ça ne marcherait pas. J'aurais dû réaliser que dire la vérité à Dorothy ne ferait qu'empirer les choses. Mais j'étais désespéré de trouver une alliée, alors j'ai cru que ça aiderait. Je suis rentré chez moi en me sentant plus légère que depuis des jours. Peut-être que ça se calmerait. Peut-être qu'une fois que Dorothy aurait raisonné Carol, tout le monde se calmerait. J'avais tellement tort. Le lundi matin, je suis arrivé tôt au travail. J'avais une présentation à terminer pour la réunion du conseil d'administration du mercredi, et je voulais prendre de l'avance. Le bureau était calme à 7 heures du matin, exactement comme j'aimais. J'étais en pleine mise en forme de diapositive quand Amanda a frappé à ma porte vers 8h30. Heather, je suis désolé de te déranger, mais il y a quelqu'un qui t'appelle. Il dit que c'est une urgence et que c'est ton frère. Mon estomac s'est noué. Dis-lui que je ne suis pas disponible. Amanda a bougé mal à l'aise. Il a déjà appelé 3 fois. Il a l'air vraiment contrarié. Il a dit quelque chose à propos de ta mère à l'hôpital. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il l'avait fait. Transfère-le sur ma ligne. J'ai décroché à la première sonnerie. Tyler, que veux-tu? Sa voix était larmoyante, paniquée. Heather, Dieu merci, c'est maman. Elle s'est effondrée ce matin. Il pense que c'est son cœur. Je suis à l'hôpital Mémorial et ils disent qu'elle a besoin de tests et peut-être d'une opération, et je ne sais pas quoi faire. Pendant une terrible seconde, j'ai failli le croire. Puis je me suis souvenu à qui j'avais affaire. Quel hôpital? Mémorial, celui de la 8e rue. Peux-tu venir, s'il te plaît? Laisse-moi passer un appel. J'ai raccroché et j'ai appelé l'hôpital Mémorial. Il a fallu 3 transferts, mais j'ai finalement atteint le service des urgences. Bonjour, j'appelle pour prendre des nouvelles d'une patiente. Carol Patterson. Elle a été amenée ce matin pour un possible problème cardiaque. L'infirmière semblait fatiguée. Laissez-moi vérifier. Non, désolé. Nous n'avons personne de ce nom aux urgences ou admise aujourd'hui. Pouvez-vous vérifier à nouveau? Mon frère a dit qu'elle s'est effondrée. Je regarde notre système en ce moment. Non, Carol Patterson.
Y a-t-il un autre nom sous lequel elle pourrait être? Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Tyler avait menti. Choquant. J'étais sur le point de bloquer son numéro quand Amanda a de nouveau frappé, l'air encore plus mal à l'aise qu'avant. Je suis vraiment désolé, mais Marcus veut te voir dans son bureau. Marcus était mon patron, le directeur des opérations. Nous avions de bonnes relations. C'est lui qui avait poussé pour ma promotion au poste de vice-présidente principale. Je suis allé à son bureau en essayant de ne pas paniquer. Peut-être que c'était pour la présentation au conseil. Peut-être qu'il voulait discuter des propositions budgétaires. Marcus avait la cinquantaine, des cheveux gris et une expression permanente de légère inquiétude. Il m'a fait signe de m'asseoir. Heather, j'ai reçu un appel téléphonique inquiétant ce matin. Oh non. Votre frère m'a appelé directement. Il était très contrarié. Il a dit que votre mère avait une urgence médicale et que vous refusiez d'aider avec les factures d'hôpital. J'ai senti mon visage s'empourprer. Marcus, ce n'est pas vrai. Je viens d'appeler l'hôpital qu'il a mentionné. Elle n'y est pas. Elle n'a jamais été admise. Il a tout inventé. Marcus a froncé les sourcils. Pourquoi inventerait-il quelque chose comme ça? Et voilà. La question que je redoutais, parce que maintenant je devais expliquer ma situation familiale dysfonctionnelle à mon patron. Je devais lui parler de la demande d'argent, des mensonges, du harcèlement. Je devais paraître peu professionnel, désordonné et dramatique. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout exposé aussi calmement que possible. L'embuscade au bureau. La demande de 50 000 $. La campagne de Carol pour retourner la famille contre moi. La fausse urgence de Tyler. Marcus a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. Ça a l'air très difficile. Je suis désolé que vous ayez à gérer ça. Je m'en occupe. Ça n'affectera pas mon travail. Je sais que oui. Mais Heather, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Cette entreprise a une réputation à maintenir. Si les membres de votre famille vont appeler ici, se présenter ici, impliquer l'entreprise dans des conflits personnels, cela devient un problème. Ma poitrine s'est serrée. Je comprends. Je m'assurerai que ça ne se reproduise pas, faites en sorte que ce soit le cas. Je vous apprécie en tant qu'employé, mais je ne peux pas avoir ce genre de drame qui perturbe le lieu de travail. J'ai quitté son bureau en me sentant malade. Tyler avait trouvé une nouvelle arme. Il ne pouvait plus m'atteindre directement, alors il s'en prendrait à ma carrière à la place. Au cours des jours suivants, Tyler a appelé le bureau 6 fois de plus. Il variait ses histoires. Parfois, maman était malade. Parfois, il avait besoin de me joindre pour une urgence familiale. Parfois, il voulait juste parler à sa sœur. Amanda a commencé à avoir l'air stressée à chaque fois qu'elle devait s'occuper de lui. Je lui ai dit d'arrêter de le lui passer, mais il était malin. Il prétextait une urgence, disait que c'était urgent, et la réceptionniste le transférait avant qu'Amanda ne puisse l'arrêter. Puis il s'est présenté à l'immeuble. J'étais en réunion quand la sécurité a appelé mon poste. Un homme prétendant être mon frère était dans le hall et causait des troubles. Ils avaient besoin que je descende pour régler la situation. Je me suis excusé de la réunion et j'ai pris l'ascenseur, le cœur battant. À travers les portes vitrées, je pouvais voir Tyler faire les 100 pas dans le hall, parlant fort au téléphone. La sécurité s'était positionnée à proximité, clairement en alerte. Dès qu'il m'a vu, tout le comportement de Tyler a changé. Il avait l'air épuisé, désespéré, au bord des larmes. Heather, enfin. J'essaie de te joindre depuis des jours. Tu dois partir, Tyler. Maintenant. J'ai juste besoin de 5 minutes. S'il te plaît, c'est à propos de maman. Les gens regardaient. Des employés avec qui je travaillais tous les jours assistaient à cette scène. J'ai senti ma réputation professionnelle s'effondrer en temps réel. Il n'y a rien à discuter. Par où je ferai en sorte que la sécurité t'expulse. L'expression de Tyler est passée de désespéré à en colère. Tu es vraiment une personne froide, n'est-ce pas? Notre mère est en difficulté et tu te caches dans ton bureau chic. Monsieur, je vais vous demander de partir maintenant, a dit l'un des gardes de sécurité en se rapprochant. Tyler a levé les mains en signe de reddition simulée. D'accord, je pars. Mais tout le monde ici devrait savoir quel genre de personne est vraiment Heather.
Il est parti, mais le mal était fait. Les gens chuchotaient. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi en retournant à l'ascenseur. Cet après-midi-là, les RH m'ont convoqué à une réunion. Janet des ressources humaines était professionnelle mais ferme. Heather, nous avons reçu des rapports concernant un membre de la famille causant des perturbations. C'est le deuxième incident impliquant la sécurité. Je dois vous demander si cela va continuer. Je voulais crier que ce n'était pas de ma faute, que j'étais la victime ici. Mais ce n'est pas ce qu'on dit dans une réunion RH. Je prends des mesures pour régler la situation. Je suis en train d'obtenir une ordonnance de restriction. Janet a pris une note. Bien, car nous devons nous assurer que le lieu de travail reste professionnel et sûr pour tous les employés. Si cela continue, nous pourrions avoir besoin de revoir votre poste actuel. J'ai quitté cette réunion en sachant que ma promotion était en jeu. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était en danger parce que Tyler ne pouvait pas lâcher l'affaire. Ce soir-là, j'ai rencontré une avocate. Elle s'appelait Diane, et elle se spécialisait en droit de la famille et en ordonnance de restriction. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté, a pris des notes, puis m'a regardé sérieusement. Vous avez un dossier solide pour une ordonnance de restriction, surtout avec le harcèlement au travail. Je peux déposer les documents cette semaine, mais vous devez comprendre que cela pourrait aggraver les choses avant de s'améliorer. Ça ne peut pas être pire que ça. Diane m'a lancé un regard qui disait que j'avais très tort. Nous avons déposé l'ordonnance de restriction le jeudi. Tyler a reçu les papiers le vendredi après-midi. L'ordonnance lui interdisait de me contacter, de s'approcher à moins de 500 pieds de moi, ou de visiter mon lieu de travail ou ma résidence. J'ai informé la direction de mon immeuble et la sécurité du bureau. J'ai changé mon numéro de téléphone et j'ai bloqué Carol et Tyler sur toutes les plateformes auxquelles je pouvais penser. J'avais l'impression de reprendre enfin le contrôle. Le samedi matin, je me suis réveillé avec un email de Carol. Elle avait trouvé mon adresse email professionnelle sur le site web de l'entreprise. L'objet était « Comment as-tu pu ?» L'email était long, décousu et plein d'accusations. J'étais cruel. J'étais sans cœur. Je détruisais la famille. Elle était ma mère, et je l'avais trahie. Je l'ai supprimé sans répondre, mais d'autres sont arrivés. Carol m'a envoyé cet email ce jour-là. Certains d'entre eux ont été accidentellement transférés à d'autres personnes de mon entreprise parce qu'elle mettait en copie des adresses qu'elle trouvait sur notre site web, essayant de trouver quelqu'un qui l'écouterait. Le lundi, mon assistante Amanda est venue à mon bureau, l'air misérable. Je suis tellement désolé, mais je pense que tu devrais voir ça. Elle m'a montré l'écran de son ordinateur. Carol avait envoyé un email à l'adresse d'information générale, et il avait été transféré à Amanda. L'email contenait une longue histoire sur le fait que j'avais abandonné ma mère malade et âgée, avec des embellissements sur des conditions médicales que Carol n'avait pas et des difficultés financières purement fictives. J'ai tout transféré à Diane, mon avocate. Elle a dit que ça pourrait aider mon cas, mais m'a aussi averti à nouveau que les choses allaient s'envenimer. Elle avait raison. Le mardi après-midi, j'étais dans mon bureau quand Amanda m'a appelé. Sa voix semblait étrange. « Heather, il y a un huissier de justice ici. Il doit te voir. » Mes mains sont devenues engourdies. Je savais ce que c'était avant même de descendre. L'huissier de justice m'a remis une enveloppe épaisse. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques. Carol me poursuivait en justice. Le procès portait sur des allégations d'abus financiers envers une personne âgée et d'enrichissement sans cause. Il alléguait que Carol et mon défunt père, décédé il y a 8 ans d'une crise cardiaque, avaient fourni un soutien financier substantiel pour mon éducation et le début de ma carrière. Il prétendait qu'il m'avait accordé plus de 80 000 $ en prêts et en dons, avec l'entente que je les rembourserais une fois que je serais financièrement stable. Il exigeait 80 000 $ plus les intérêts. Il incluait ce qui ressemblait à des reçus et même un accord de prêt manuscrit soi-disant signé par moi à l'âge de 21 ans. Rien de tout cela n'était réel. Les documents étaient fabriqués, mais ils avaient l'air convaincants. Je suis resté dans le hall, lisant la plainte, et j'ai senti tout tourner. Des gens passaient à côté de moi, se demandant probablement pourquoi j'avais l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Marcus est sorti de l'ascenseur, a jeté un coup d'œil sur moi et m'a appelé dans son bureau. C'était un huissier de justice? Je ne pouvais même pas mentir. Oui. Ma mère me poursuit en justice. Marcus a eu l'air mal à l'aise. Heather,
j'ai besoin de savoir. Est-ce que cela va affecter votre capacité à faire votre travail? Non, absolument pas, mais nous savions tous les deux que c'était déjà un mensonge. Le service juridique devrait être informé car le procès mentionnait mon emploi et mon salaire. Les RH voudraient tout documenter. Ma réputation dans l'entreprise prenait coup sur coup. J'ai quitté le travail plus tôt ce jour-là, ce que je ne faisais jamais. J'ai conduit jusqu'au bureau de Diane et je lui ai montré la plainte. Elle l'a lu attentivement, son expression devenant plus sombre à chaque page. C'est de la fraude. Ces documents sont clairement fabriqués. Mais se battre contre ça va être coûteux et prendre du temps. À quel point coûteux? Elle m'a cité un chiffre qui a fait pleurer mon compte d'épargne. Mais quel choix avais-je? J'ai signé l'accord de provision et j'ai quitté son bureau en me sentant comme si je me noyais. Carole avait trouvé l'arme parfaite. Elle ne pouvait pas me battre avec la culpabilité ou la pression familiale, alors elle était passée à la voie légale. Et si ça ne marchait pas, elle avait toujours Tyler. Le procès a tout consumé. J'ai passé mes soirées avec Diane, examinant chaque document, chaque réclamation, chaque ligne du récit fictif de Carole. Nous avons construit une défense pièce par pièce, rassemblant des preuves que j'avais payé ma propre éducation. Mais les preuves coûtent de l'argent. Obtenir des relevés de notes officielles avec les registres de bourse, obtenir de vieux relevés bancaires, retrouver d'anciens employeurs qui pouvaient vérifier mon historique de travail. Chaque pièce de preuve avait un coût. Mon compte d'épargne, que j'avais soigneusement constitué pendant 8 ans, s'évaporait. Entre les honoraires de Diane et les frais de collecte de preuves, j'avais dépensé 12 000 $ en 3 semaines. L'avocat de Carole, pendant ce temps, était agressif. Il s'appelait Robert, et il déposait motion après motion. Il voulait accéder à mes dossiers financiers, prétendant que je cachais des actifs. Il voulait des dépositions de mon employeur actuel sur mon salaire et mes avantages. Il demandait la documentation de chaque achat majeur que j'avais fait au cours des 5 dernières années. Le stress a commencé à se manifester au travail. J'ai manqué une date limite pour un rapport client, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Dans une réunion de direction, j'ai perdu le fil de mes pensées au milieu de la présentation d'une proposition budgétaire. Marcus n'arrêtait pas de me jeter des regards qui étaient à la fois de l'inquiétude et du doute. Mes collègues ont commencé à me traiter différemment, pas ouvertement, mais je l'ai remarqué. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans la salle de pause. Les gens étaient prudents avec moi, comme si je pouvais me briser. J'avais probablement l'air de pouvoir le faire. Un jeudi après-midi, Marcus m'a de nouveau appelé dans son bureau. Mon cœur a sombré avant même que je ne m'assoie. Heather, je veux être direct avec vous. Votre performance a baissé. Le rapport Maxwell avait 2 jours de retard. Vous avez semblé distraite en réunion. Je m'inquiète de savoir si vous êtes capable de gérer les responsabilités de votre poste actuel. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. C'était ma carrière. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, la promotion que j'avais obtenue grâce à des nuits tardives, du travail le week-end et en me prouvant sans cesse. Je comprends votre inquiétude. Je promets que ma situation personnelle ne continuera pas d'affecter mon travail. Marcus avait l'air sincèrement sympathique, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Je veux le croire, mais je dois penser à ce qui est le mieux pour l'entreprise. Revoyons cette conversation dans 2 semaines. J'ai besoin de voir une amélioration. 2 semaines. J'avais 2 semaines pour sauver ma carrière tout en combattant un procès frauduleux et en faisant face au harcèlement continu de Carole. Je me suis jeté dans le travail avec une énergie désespérée. Je restais tard tous les soirs. J'arrivais tôt tous les matins. Je vérifiais 3 fois chaque rapport, chaque email, chaque présentation. Mais la bataille juridique n'arrêtait pas de me tirer en arrière. Diane avait besoin de moi pour des dépositions. Nous devions préparer des réponses aux demandes de communication de Carole. Le tribunal a fixé une audience préliminaire à laquelle je devais assister. À la maison, je dormais à peine. Quand je faisais des cauchemars où je perdais tout. Mon travail, mon appartement, ma vie entière s'effondrant parce que Carole ne pouvait pas me laisser en paix. Puis, 3 semaines après le début du procès, Tyler a trouvé un nouveau moyen de me rendre la vie pire. J'ai commencé à recevoir des messages menaçants sur les réseaux sociaux de comptes que je ne reconnaissais pas. Au début, j'ai pensé que c'était du harcèlement aléatoire. Puis, les messages sont devenus spécifiques. Ils mentionnaient mon adresse,
mon lieu de travail, ma voiture. Quelqu'un a peint le mot « voleuse » sur la portière de ma voiture dans le garage. La sécurité de l'immeuble a examiné les images, mais la personne portait un masque et une capuche. J'ai déposé une plainte. L'officier était sympathique mais honnête. Sans preuve claire de l'identité de l'auteur, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Est-ce que ça pourrait être lié à votre ordonnance de restriction, a-t-il demandé en regardant ses notes. Probablement. Mon frère est créatif. L'officier a noté cela. Si autre chose se produit, documentez tout. Photo, capture d'écran, heure et date. Ça établit un schéma. Tout le reste s'est produit. Mes pneus ont été crevés une semaine plus tard. Quelqu'un a laissé un rat mort sur mon paillasson. J'ai reçu des dizaines de mails de comptes jetables m'insultant. La direction de l'immeuble m'a convoqué. Madame Rodriguez, la gérante de l'immeuble, avait l'air désolée. Heather, nous avons eu des plaintes. Le vandalisme, les visites de la police. Cela rend les autres résidents mal à l'aise. Lorsque votre bail sera renouvelé le mois prochain, nous ne pourrons pas vous proposer un autre terme. Vous me mettez dehors? Nous choisissons de ne pas renouveler. Je suis désolé. Vous semblez être une personne gentille. Mais nous devons tenir compte de tous nos résidents. J'avais 60 jours pour trouver un nouvel appartement dans une ville où les loyers étaient astronomiques et mon crédit serait bientôt ruiné parce que je dépensais tout mon argent en frais de justice. De retour au travail, les choses se sont encore détériorées. L'avocat de Carole avait déposé une motion exigeant que mon employeur produise des registres de ma rémunération. Le service juridique de l'entreprise s'est opposé, mais cela signifiait plus de réunions, plus de documentation, plus de mon drame personnel se déversant dans ma vie professionnelle. Janet DRH m'a de nouveau convoqué. Cette fois, sa sympathie avait des limites. Heather, le service juridique a des inquiétudes. Ce procès nomme l'entreprise et demande nos données de rémunération exclusive. Cela devient un handicap. Je me bats contre ça. Les affirmations sont complètement fausses. Je vous crois. Mais la perception compte. Et en ce moment, la perception est que vous apportez du drame et des complications juridiques. J'ai quitté cette réunion en sachant que j'étais à un incident près de perdre mon emploi. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement, entourée de documents juridiques, de rapports de police et d'annonces d'emploi. J'ai calculé mes économies restantes. À mon rythme de dépenses actuel, il me restait peut-être 6 semaines avant d'être fauché. 6 semaines pour gagner un procès, garder mon emploi et trouver un nouvel endroit où vivre. J'ai appelé Diane en panique. Ce n'est pas tenable. Et si je leur donnais juste de l'argent? Pas le montant total, mais quelque chose pour qu'ils me laissent tranquille. Heather, non. Premièrement, vous ne l'avez pas. Deuxièmement, ce serait admettre votre faute. Et troisièmement, ça ne les ferait pas partir. Ils reviendraient juste pour en demander plus. Alors que dois-je faire? Nous continuons à nous battre. Nous rassemblons de bonnes preuves. Vos relevés bancaires de l'université montrent clairement que vous avez payé vos propres études. Nous avons des témoignages de vos professeurs et de vos anciens employeurs. Les documents fabriqués de Carole ont des incohérences que nous pouvons exploiter. Mais si nous perdons? Diane est restée silencieuse un moment. Nous ne perdrons pas. Mais même si quelque chose tournait mal, la faillite existe. Ils ne peuvent pas prendre ce que vous n'avez pas, la faillite. J'avais travaillé si dur pour bâtir mon crédit, pour m'établir financièrement. L'idée de tout perdre me donnait envie de vomir. L'audience préliminaire était prévue pour un vendredi matin. J'ai pris ma journée, ce que Marcus a noté avec une expression tendue. Carole s'est présentée au tribunal habillée comme si elle assistait à des funérailles. Robe noire, maquillage minimal, un mouchoir serré dans sa main. Elle avait l'air fragile, triste et comme la victime parfaite. Tyler était assis à côté d'elle dans un costume que je n'avais jamais vu auparavant, probablement loué. Il s'était peigné et avait même l'air concerné. Robert, leur avocat, a présenté leur cas en premier. Il a brossé le tableau d'une mère dévouée qui avait tout sacrifié pour sa fille ingrate. Il a montré les faux reçus, l'accord de prêt falsifié. Il a fait témoigner Carole sur la façon dont elle et mon père avaient travaillé dur pour soutenir mon éducation. Carole a pleuré à la barre. De vraies larmes cette fois, je pense. C'était une bonne actrice quand elle le voulait.
Nous voulions juste aider notre fille, a-t-elle dit, la voix brisée. Nous ne nous attendions pas à ce qu'elle nous tourne le dos quand nous avions le plus besoin d'elle. Je suis restée assise là à écouter ces mensonges, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Diane m'a serré le bras, me rappelant de rester calme. Puis ce fut notre tour. Diane a présenté les relevés bancaires montrant mes paiements de prêts étudiants. Elle a montré les dépôts de mes emplois sur le campus. Elle a fait témoigner un professeur de mon université par vidéo sur mes bourses. Mais le juge semblait sceptique. Les affaires de droit de la famille sont compliquées et les juges les détestent. Sans preuve claire de fraude, de nombreux juges essaieront de pousser à un règlement. Mademoiselle Patterson, a dit le juge en s'adressant directement à moi. Avez-vous envisagé de trouver un compromis avec votre mère? Votre honneur, je ne peux pas me permettre de payer de l'argent que je ne dois pas pour des dépenses qui n'ont jamais eu lieu. Le juge a soupiré. Je vais ordonner une médiation. Vous deux, vous vous assiérez avec un médiateur neutre et tenterez de régler cela. Date d'audience dans 60 jours si la médiation échoue. La médiation. S'asseoir dans une pièce avec Carole et Tyler pendant qu'un étranger essaie de nous faire trouver un compromis. L'idée me rendait malade. Après l'audience, Diane et moi sommes restés à l'extérieur du palais de justice. Elle avait l'air frustrée. Les juges veulent toujours que les affaires familiales se règlent. Il ne veut pas s'en occuper. Que dois-je faire? Nous nous préparons pour la médiation. Nous rassemblons plus de preuves et nous espérons que Carole fera une erreur. Je suis retourné au travail pour un après-midi de réunions sur lesquelles je ne pouvais pas me concentrer. Ce soir-là, je suis rentré pour trouver une enveloppe scotchée à la porte de mon appartement. À l'intérieur se trouvait une lettre des services de protection des adultes. Quelqu'un avait déposé une plainte, m'accusant d'exploiter financièrement et de menacer ma mère âgée. Une assistante sociale me contacterait pour fixer un entretien d'enquête. J'ai immédiatement appelé Diane, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Ils ont déposé une plainte auprès de l'APS. Ils m'enquêtent pour maltraitance de personnes âgées. Diane a juré, ce qu'elle ne faisait jamais. C'est une mesure de représailles pour l'ordonnance de restriction et votre défense dans le procès. C'est une tactique de pression. Est-ce que ça va marcher? Pas si vous coopérez pleinement à l'enquête. Soyez honnête. Fournissez de la documentation. Montrez-leur que le procès est frauduleux. Mais Heather, cela signifie que vous êtes maintenant sous enquête. Ça va apparaître si quelqu'un vérifie vos antécédents. Ma carrière, ma réputation, tout s'effondrait. 2 jours plus tard, je me suis connecté à Facebook pour découvrir que Carole avait donné une interview à une chaîne de télévision locale. Le reportage portait sur les enfants adultes qui abandonnent leurs parents âgés. Carole ne m'a pas nommé, mais elle a donné assez de détails pour que quiconque nous connaissait reconnaisse l'histoire. Ma fille gagne un salaire à 6 chiffres, a dit Carole à la caméra, les larmes coulant sur son visage. Et j'ai du mal à payer mes médicaments. Je ne comprends pas comment les enfants peuvent tourner le dos aux parents qui les ont élevés. La chaîne de télévision a mis la vidéo en ligne. En quelques heures, elle avait été partagée 300 fois. Les commentaires ont afflué, tous sympathiques à Carole. Quelqu'un de mon entreprise l'a vu. Je le sais parce que Janet des RH m'a appelé dès le lundi matin. Heather, nous devons parler. Je suis allé à son bureau, l'estomac noué. Marcus était là aussi. Ainsi que quelqu'un du service juridique que je n'avais jamais rencontré auparavant. Est-ce vous? A demandé Janet en me montrant la vidéo sur son ordinateur. C'est ma mère. Elle ment. Le procès est frauduleux. Je me défends. Marcus avait l'air peiné. Heather, nous vous apprécions, mais c'est devenu trop. Le procès, le harcèlement, l'enquête des services de protection, maintenant la couverture médiatique. Nous devons protéger les intérêts de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Janet a fait glisser un papier sur son bureau. Nous vous mettons en congé administratif. Payé. Pendant que nous menons un examen interne pour déterminer si cette situation présente un risque pour l'entreprise. Congé administratif. Le baiser de la mort. Une fois que vous êtes en congé, vous revenez rarement. J'ai regardé Marcus, espérant un signe qu'il était de mon côté. Il n'a pas croisé mon regard. Combien de temps? 2 semaines au départ, peut-être plus, en fonction de l'issue de l'enquête des services de protection et du procès. J'ai quitté le bâtiment avec mes affaires personnelles dans une boîte,
comme si j'avais été licencié. La sécurité m'a escorté. Mes collègues m'ont regardé passer. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking et je me suis enfin laissé pleurer. Tout était parti. Ma carrière, ma réputation, mes économies, mon appartement. Carole avait détruit toute ma vie en moins de 2 mois, et je ne savais plus comment me battre. Les 2 semaines suivantes ont été les pires de ma vie. J'ai passé mes journées dans mon appartement, dont je serai bientôt expulsé, à regarder mon écran d'ordinateur. Les offres d'emploi exigeaient toute une vérification des antécédents. Toute vérification révélerait l'enquête de l'APS et le procès. Personne ne m'embaucherait. L'assistante sociale des services de protection des adultes, une femme nommée Grace, est venue m'interroger. Elle était professionnelle mais distante. Je lui ai tout montré. Les relevés bancaires, les documents du procès, la chronologie du harcèlement de Carole. Grace a pris des notes, mais ne m'a donné aucune indication sur ce qu'elle pensait. Nous interrogerons également votre mère et d'autres membres de la famille. L'enquête prendra environ 30 jours. 30 jours. Un autre mois de ce cauchemar suspendu au-dessus de ma tête. Diane travaillait sur la défense du procès, mais elle m'avait prévenu que combattre les preuves fabriquées de Carole nécessiterait des témoins experts. Un expert en documents pour prouver que l'accord de prêt était un faux. Un analyste financier pour montrer que les reçus étaient faux. Chaque expert coûtait des milliers de dollars que je n'avais pas. J'ai regardé mon compte d'épargne. Il restait 4 000 dollars. Mon loyer était de 2 000 dollars par mois. Même avec le congé administratif qui payait mon salaire, je dépensais de l'argent en frais de justice plus vite que je ne pouvais en gagner. J'ai envisagé la faillite. J'ai cherché un deuxième emploi. J'ai examiné des offres de cartes de crédit pour des fonds d'urgence. Chaque option ressemblait à une noyade différente. Tyler, pendant ce temps, avait trouvé des moyens créatifs de me harceler. Il ne pouvait pas me contacter directement à cause de l'ordonnance de restriction, mais il avait trouvé des moyens de la contourner. De faux comptes de médias sociaux m'envoyaient des demandes d'amis. Des emails anonymes arrivaient quotidiennement. Quelqu'un n'arrêtait pas d'appeler et de raccrocher. J'ai tout documenté comme l'officier de police me l'avait dit. Capture d'écran, horodatage, schéma. J'ai constitué un dossier de preuves, mais je ne savais pas à quoi ça servirait. Le pire, c'était l'isolement. J'avais coupé le contact avec la plupart de ma famille il y a des années à cause de la manipulation de Carole. Les quelques parents avec qui j'étais resté proche s'étaient retournés contre moi après sa campagne de diffamation. J'avais des amis du travail, mais maintenant je ne pouvais plus les affronter. Que dirais-je? Salut, tu te souviens de moi? La personne qui a été mise en congé parce que ma famille est folle. J'étais seul, complètement seul, et Carole le savait. Les papiers de mise sous tutelle sont arrivés un mardi matin. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai lu les mots 3 fois avant qu'ils n'aient un sens. Carole demandait une mise sous tutelle d'urgence pour moi. Elle prétendait que j'étais mentalement instable, un danger pour moi-même et incapable de gérer mes propres affaires. Elle a joint des déclarations de Tyler et d'autres membres de la famille, tous affirmant qu'ils s'inquiétaient de mon comportement erratique récent. La requête demandait que Carole soit nommée ma tutrice, lui donnant un contrôle total sur mes finances, mes décisions médicales et mes conditions de vie. Si elle gagnait, je perdrais effectivement ma liberté. À 35 ans, je serais sous le contrôle de ma mère comme si j'étais une enfant ou une adulte incapable. J'ai appelé Diane en pleurs. C'est insensé. Elle ne peut pas faire ça. Malheureusement, elle peut en faire la demande. Qu'elle gagne est une autre question. Mais Heather, nous devons prendre cela au sérieux. Les mises sous tutelle sont très difficiles à rompre une fois qu'elles sont en place. Que dois-je faire? D'abord, le tribunal ordonnera une évaluation psychologique. Vous devrez subir des tests pour prouver que vous êtes mentalement compétente. Ensuite, nous nous battrons agressivement. Nous montrerons le schéma de harcèlement. Nous démontrerons qu'il s'agit de représailles et de manipulation, pas d'une préoccupation sincère. L'évaluation ordonnée par le tribunal était prévue pour la semaine suivante. La docteure Patricia Chen, une psychologue nommée par le tribunal, évaluerait mon état mental. J'ai passé les jours précédant l'évaluation dans un état de panique. Et si je semblais trop stressé? Et si mon anxiété me faisait paraître instable? Et si les mensonges de Carole avaient été si efficaces que même un professionnel les croirait? L'évaluation a duré 4 heures.
La docteure Chen a posé des centaines de questions sur mon enfance, mon éducation, ma carrière, mes relations familiales. Elle m'a fait passer des tests écrits, des énigmes, des exercices de mémoire. Je lui ai tout raconté, la manipulation de Carole, le harcèlement de Tyler, le procès fabriqué, l'enquête de la PS, le congé administratif du travail. J'ai probablement eu l'air paranoïaque, comme quelqu'un qui blâme tous ses problèmes sur sa famille, mais tout était vrai, et j'avais des preuves pour le prouver. La docteure Chen est restée neutre tout au long, ne me donnant aucune indication sur son évaluation. Je soumettrai mon rapport au tribunal dans les 10 jours, a-t-elle dit à la fin. 10 jours de plus à attendre. Pendant ce temps, Diane a engagé un détective privé. Il s'appelait Franck et il était cher. Mais Diane a dit, nous en avons besoin. Nous devons montrer que Carole et Tyler ont un schéma de fraude et de manipulation. Nous devons creuser dans leurs antécédents, trouver la preuve qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Franck a commencé par Tyler. En 3 jours, il a découvert des casiers judiciaires dans 2 autres États. Des accusations de fraude. Une condamnation pour émission de chèques sans provision. Une affaire en cours pour fraude à la carte de crédit. Tyler avait un passé criminel que je n'avais jamais connu. Franck a également découvert que Carole avait récemment acheté une nouvelle voiture, un SUV neuf, financé mais acheté il y a à peine 6 semaines. C'était intéressant car le procès de Carole prétendait qu'elle était sans le sou et avait du mal à payer ses factures. Les yeux de Diane se sont illuminés en voyant cette information. C'est bien. Cela montre qu'elle a accès au crédit et peut faire de gros achats. Cela contredit ses affirmations de pauvreté. Mais avant que nous puissions utiliser quoi que ce soit de tout cela, une autre catastrophe a frappé. Quelqu'un, probablement Tyler, utilisant un faux compte, a publié mon adresse personnelle, mon numéro de téléphone et mon lieu de travail en ligne. La publication affirmait que j'étais une arnaqueuse qui escroquait les personnes âgées. Elle encourageait les gens à m'exposer et à s'assurer qu'elles fassent face à la justice. J'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques menaçant d'étrangers. Quelqu'un a jeté une brique à travers la fenêtre de mon appartement. La direction de l'immeuble m'a immédiatement appelé. Mademoiselle Patterson, c'est l'incident de trop. Nous avons besoin que vous quittiez les lieux dans les 2 semaines. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité des autres résidents avec cette situation continue. 2 semaines. J'avais 2 semaines pour trouver un nouvel appartement alors que j'étais au chômage, sous enquête et impliqué dans 2 procès. J'ai passé cette nuit à pleurer sur le sol de ma salle de bain, me demandant comment Carole avait pu gagner si complètement. Elle avait détruit ma carrière, ma maison, ma réputation, mes économies. Et maintenant, elle essayait de me prendre ma liberté. J'ai pensé à abandonner, à l'appeler et à accepter tout ce qu'elle voulait. Peut-être que si je lui donnais juste de l'argent, elle me laisserait tranquille. Mais je savais que c'était faux. Diane avait raison. Les brutes n'arrêtent pas quand on cède. Elles poussent juste plus fort. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était pâle. J'avais perdu du poids. J'avais des cernes sous les yeux que le maquillage ne pouvait pas cacher. J'avais l'air brisé, mais je ne l'étais pas encore. Je me suis ressaisi et j'ai élaboré un plan. Si Carole voulait me détruire, je me battrais jusqu'au bout. J'utiliserais chaque pièce de preuve, chaque ressource, chaque outil juridique disponible. J'ai appelé Franck, le détective. Creusez plus profondément. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Carole et Tyler. Chaque mensonge, chaque stratagème, chaque fraude. Peu importe le coût. J'ai de nouveau examiné toutes mes preuves. Les relevés bancaires, les dossiers d'emploi, la chronologie du harcèlement, et puis j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. L'historique des médias sociaux de Tyler, que Franck avait collecté, montrait des publications de vacances à Hawaï. Les dates remontaient à 7 ans, pendant ma 3e année d'université. C'était la même période où Carole prétendait m'envoyer des chèques mensuels pour mes frais de subsistance, la même période où elle prétendait se sacrifier financièrement pour soutenir mon éducation. Mais les publications montraient Tyler et Carole sur des plages, dans des restaurants, lors d'un tour en hélicoptère. J'ai regardé les photos de plus près. L'une d'elles montrait Carole levant un verre de cocktail. En arrière-plan, visible sur un reçu sur la table, il y avait une date. 15 septembre, il y a 7 ans. J'ai sorti mes relevés bancaires du même mois. Aucun dépôt de Carole, juste mon chèque de paie de la librairie du campus et mon versement de prêt étudiant.
J'ai regardé d'autres publications de Tyler. Il taguait des lieux, des hôtels de luxe, des activités coûteuses. J'ai commencé à faire des recherches sur les coûts. Un voyage d'une semaine à Hawaï, en séjournant dans les hôtels que Tyler avait tagués, aurait coûté au moins $5 000, probablement plus près de $8 000 avec les activités et les repas. Frank m'a aidé à obtenir les relevés de carte de crédit de Carol de cette période par le biais de la communication de pièces dans le procès. Et c'était là. Plus de $30 000 d'achats de luxe pendant les 2 années où Carol prétendait avoir du mal à me soutenir à l'université. Nouveaux bijoux, week-end, une croisière, des factures de restaurant qui dépassaient tout mon budget mensuel. Carol ne s'était pas sacrifiée. Elle avait bien vécu pendant que je mangeais des ramen et que j'avais 2 emplois. Diane et moi avons travaillé toute la nuit à organiser ces preuves. Nous avons créé une chronologie comparant les affirmations de Carol à ses dépenses réelles. Nous avons documenté chaque incohérence, chaque mensonge. Nous avions l'historique criminel de Tyler, les dépenses de luxe de Carol, les faux documents de prêt, les reçus fabriqués. Nous avions mes relevés bancaires, mon historique d'emploi, des témoignages de professeurs. Nous avions la vérité. L'audience de mise sous tutelle était prévue pour le jeudi suivant. J'allais me battre pour ma liberté devant un juge qui déciderait si j'étais compétente pour contrôler ma propre vie. J'ai passé la nuit précédant l'audience sans pouvoir dormir. J'ai répété ce que je dirais. J'ai examiné les preuves encore et encore. J'ai essayé de me préparer à chaque question, à chaque accusation que Carol pourrait faire, mais je ne pouvais pas me préparer à ce que je ressentirais en étant assise en face de ma mère dans une salle d'audience, l'écoutant essayer de convaincre un juge que j'étais mentalement inapte. Je ne pouvais pas me préparer à la possibilité qu'elle puisse gagner. Le matin de l'audience de mise sous tutelle, j'ai mis mon plus beau tailleur, bleu marine, professionnel, celui que j'avais porté pour mon entretien de promotion. Je voulais avoir l'air compétente, stable, posée. Dans le miroir, j'avais l'air de jouer à me déguiser. Le tailleur flottait sur moi. J'avais perdu 15 livres à cause du stress. Ma peau avait l'air grise malgré le maquillage. Mes mains tremblaient en essayant de me coiffer. J'avais exactement l'air de quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un tuteur. Diane m'a rencontré à l'extérieur du palais de justice. Elle m'a jeté un coup d'œil et m'a pris le bras. Prends une grande respiration. Tout va bien se passer. Nous avons les preuves. La vérité est de notre côté. Et si le juge ne me croit pas? Alors nous ferons appel. Mais ça n'en arrivera pas là. Fais-moi confiance. La salle d'audience était plus petite que ce que j'avais imaginé. Carol était assise à la table du demandeur avec son avocat, Robert. Elle s'était habillée avec soin, elle aussi. Une robe simple, des bijoux discrets, des mouchoirs à la main. Elle ressemblait à une mère inquiète. Tyler était assis dans la galerie derrière elle avec 3 autres membres de la famille. Je les reconnaissais à peine, des cousins, je crois. Tous là pour soutenir les affirmations de Carol. Je n'avais personne, juste Diane et un dossier plein de preuves. La juge était une femme d'une 60aine d'années nommée juge Morrison. Elle avait des yeux vifs et une expression directe. Elle a regardé Carol avec une attention polie, puis moi avec la même. Ceci est une audience sur une requête d'urgence pour une mise sous tutelle, a-t-elle commencé. Mademoiselle Carol Patterson demande la mise sous tutelle de sa fille, Mademoiselle Heather Patterson, pour cause d'incapacité mentale. Commençons. Robert s'est levé et a présenté le cas de Carol. Il a brossé le tableau d'une fille en crise, en congé administratif de son travail, une ordonnance de restriction contre son propre frère, un comportement étrange et erratique, une irresponsabilité financière et une incapacité à maintenir un logement stable. Votre honneur, l'employeur de Mademoiselle Patterson a jugé son comportement suffisamment préoccupant pour la mettre en congé. Elle fait l'objet d'une enquête des services de protection des adultes pour maltraitance de personnes âgées. Elle est sur le point d'être expulsée. Tous les signes indiquent quelqu'un qui n'est pas capable de gérer ses propres affaires. Puis Carol a témoigné. Elle a pleuré comme prévu. Elle a parlé de son inquiétude, de la façon dont j'avais toujours été instable, de la façon dont j'avais empiré récemment, de la façon dont elle avait essayé d'aider mais que je l'avais repoussée. Je veux juste m'assurer que ma fille reçoit l'aide dont elle a besoin, a dit Carol en s'essuyant les yeux, avant qu'elle ne se blesse ou ne blesse quelqu'un d'autre. Tyler a témoigné ensuite. Il a parlé de mes délires paranoïaques, de l'idée que la famille me voulait du mal, de ma colère irrationnelle quand ils essayaient d'avoir une simple conversation sur les finances,
de mon comportement inquiétant de couper le contact avec la famille. Les membres de la famille dans la galerie hochaient la tête en signe d'approbation. Pour quiconque ne connaissait pas la vérité, cela semblait probablement convaincant. Puis Robert a présenté le rapport d'évaluation psychologique. Le rapport de la Dr Chen était principalement en ma faveur. Il indiquait que je ne montrais aucun signe de maladie mentale, aucun trouble cognitif, aucun danger pour moi-même ou pour les autres. Mais il y avait une ligne que Robert a soulignée. Le sujet présente des niveaux élevés de stress et d'anxiété liés aux conflits familiaux et aux défis professionnels. Robert a sauté sur l'occasion. Votre honneur, cela confirme ce que nous disons. Mademoiselle Patterson traverse une crise de santé mentale. Elle a besoin d'aide. Et sa mère lui offre cette aide par le biais de la tutelle. Quand ce fut le tour de Diane, elle se leva lentement et regarda la juge. Votre honneur, ce que nous avons ici n'est pas une mère inquiète. Ce que nous avons, c'est un schéma de harcèlement, de manipulation et de fraude, et je peux le prouver. Elle a commencé par la chronologie. Elle a montré à la juge mes relevés bancaires de l'université, prouvant que j'avais payé mes propres études. Elle a montré les relevés de carte de crédit de Carole de la même période, documentant des dépenses de luxe. Tandis que mademoiselle Carole Patterson prétendait se sacrifier pour soutenir l'éducation de sa fille, elle dépensait en réalité des milliers de dollars en vacances et en articles de luxe. Elle a présenté le casier judiciaire de Tyler. Le fils de la requérante a 2 condamnations pour fraude et une affaire de fraude en cours. C'est un schéma familial. Elle a montré les faux documents de près du procès civil de Carole. Ces documents ont été analysés par un expert judiciaire qui témoignera qu'ils ont été créés récemment, pas il y a 10 ans, comme prétendu. Elle a présenté les preuves de harcèlement sur les réseaux sociaux, les faux comptes, les publications menaçantes, ma voiture vandalisée et ma fenêtre brisée. Mademoiselle Patterson n'est pas instable. Elle est attaquée. Le stress que la Dr Chen a noté n'est pas une crise de santé mentale. C'est une réponse normale à des mois de harcèlement coordonnés par sa mère et son frère. L'expression de la juge Morrison avait changé. Elle se penchait en avant maintenant, prêtant une attention particulière. Diane a sorti les photos de vacances. Tyler sur une plage. Carole avec son cocktail. Horodaté est daté exactement au moment où Carole prétendait m'envoyer de l'argent. Ils ne s'inquiètent pas du bien-être de mademoiselle Patterson. Ils sont en colère qu'elle ne leur donne pas d'argent. Cette requête de mise sous tutelle est une mesure de représailles, pure et simple. Puis Diane m'a appelé à témoigner. Mes jambes semblaient être en coton alors que je marchais vers la barre et que je prêtais serment. Diane m'a posé des questions douces sur mon éducation, ma carrière, mes réalisations, sur la demande de 50 000 $, sur le harcèlement qui a suivi. J'ai répondu aussi calmement que possible, mais ma voix tremblait. J'ai regardé Carole pendant que je parlais, et elle m'a regardé en retour avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Puis Robert m'a contre-interrogé. Il était agressif, essayant de me faire paraître en colère ou instable. N'est-il pas vrai que vous avez coupé tout contact avec votre famille? J'ai fixé des limites avec les membres de la famille qui essayaient de m'exploiter financièrement. Vous avez obtenu une ordonnance de restriction contre votre propre frère. Point après qu'il m'ait harcelé au travail et à mon domicile à plusieurs reprises. Vous êtes en congé administratif de votre travail. Point parce que le harcèlement de ma famille a créé une situation hostile que mon employeur a dû gérer. Vous êtes sur le point d'être expulsé. Point parce que quelqu'un, probablement mon frère, a publié mon adresse en ligne et a encouragé le vandalisme, rendant mon immeuble dangereux. Robert a essayé de tout déformer, mais j'avais trop vécu. Je n'allais pas le laisser me faire passer pour folle alors que j'étais la personne saine d'esprit. Quand je suis descendu de la barre, j'ai eu l'impression d'avoir au moins tenu bon. La juge Morrison a décrété une courte suspension. Diane et moi nous sommes assises dans le couloir pendant qu'elle révisait ses notes. Tu t'en es bien sorti, a dit Diane. Mais les juges peuvent être imprévisibles dans les affaires familiales. Quand nous sommes revenus, la juge Morrison a regardé Carole avec une expression très différente. Mademoiselle Patterson, a-t-elle dit à Carole, j'ai examiné toutes les preuves présentées aujourd'hui. J'ai écouté les témoignages et j'ai de sérieuses inquiétudes concernant cette requête. Le visage de Carole est devenu pâle. Les preuves montrent non pas une fille en crise, mais une mère adoptant un schéma de comportement préoccupant. Les documents fabriqués, les dépenses de luxe pendant la période où vous prétendiez être dans la pauvreté, le casier judiciaire de votre fils, le harcèlement de votre fille à son domicile et sur son lieu de travail.
La voix de la juge Morrison était maintenant vive. Cette requête de mise sous tutelle semble être une tentative de contrôler et d'exploiter financièrement votre fille, pas de l'aider. Je rejette la requête immédiatement. Le soulagement m'a submergé si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais la juge Morrison n'avait pas fini. De plus, je réfère cette affaire au bureau du procureur de district pour enquête sur un possible parjure et une fraude. Mademoiselle Patterson, vous avez témoigné sous serment aujourd'hui. Votre témoignage contredit des preuves importantes. C'est une affaire sérieuse. Carole s'est levée, le visage rouge. Votre honneur, je voulais juste aider ma fille. Point en mentant à ce tribunal, en fabriquant des documents, en la harcelant jusqu'à ce qu'elle perde son emploi et sa maison. Ce n'est pas de l'aide, mademoiselle Patterson. C'est de la maltraitance. La juge m'a regardé. Mademoiselle Heather Patterson, je suis désolé que vous ayez eu à traverser cela. Je rejette cette requête et j'émets une ordonnance de protection empêchant votre mère et votre frère de déposer de futures requêtes de mise sous tutelle sans nouvelles preuves significatives d'incapacité. Elle a frappé de son marteau. L'audience est levée. Je suis resté assise là, abasourdi, alors que les gens sortaient. Carole et Robert sont partis rapidement. Le visage de Carole était tordu de colère. Tyler a suivi, me lançant un regard de haine pure. Diane souriait. Ça s'est mieux passé que je n'aurais pu l'espérer. Le renvoi au procureur est énorme. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous utilisons cette victoire pour tuer le procès civil. Nous montrons que Carole a commis un parjure, que ses documents sont faux, qu'elle a un schéma de mensonges, et nous contre-attaquons pour vos frais de justice et votre détresse émotionnelle. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Au cours des 3 semaines suivantes, tout a changé. Le procureur de district a ouvert une enquête sur Carole et Tyler. Ils ont tous deux été accusés de parjure pour leur témoignage. Tyler a été accusé de chef d'accusation supplémentaire lié au harcèlement et au vandalisme. Le procès civil de Carole s'est effondré. Son avocat, Robert, s'est retiré de l'affaire une fois que les accusations de parjure ont été déposées. Aucun autre avocat n'a voulu prendre une affaire basée sur des preuves fabriquées. Le juge a rejeté le procès avec préjudice, ce qui signifie que Carole ne pouvait pas le redéposer. Mieux encore, le juge a ordonné à Carole de payer mes frais de justice, plus de 40 000 $. Les services de protection des adultes ont clos leur enquête après avoir examiné les transcriptions du tribunal. Ils n'ont trouvé aucune preuve d'abus et ont noté que la plainte semblait être une mesure de représailles. La chaîne de télévision qui avait diffusé l'histoire larmoyante de Carole a publié une correction après que Diane leur ait envoyé les dossiers du tribunal. Ils avaient été manipulés et ils n'étaient pas contents. Mon employeur m'a convoqué à une réunion. Marcus avait l'air embarrassé. Heather, nous vous devons des excuses. Nous avons examiné tous les documents du tribunal. Il est clair que vous étiez la victime ici, pas le problème. Nous aimerions vous réintégrer si vous le souhaitez. J'étais prête, plus que prête. Ils m'ont réintégré avec un arriéré de salaire pour le temps où j'avais été en congé. Ils m'ont offert un siège dans un nouveau comité chargé d'élaborer des politiques pour les employés confrontés au harcèlement. Ils ont même publié une note interne expliquant que j'avais été injustement mise en congé et que l'entreprise me soutenait. Ma réputation au travail n'a pas seulement été restaurée, elle a été améliorée. Les gens qui m'avaient évité passaient maintenant à mon bureau pour s'excuser ou m'offrir leur soutien. J'étais la personne qui avait tenu tête à la maltraitance familiale et qui avait gagné. Certains membres de la famille ont pris contact pour s'excuser. Ma grand-mère, Dorothy, a pleuré au téléphone. J'aurais dû te croire depuis le début. Je savais que ta mère pouvait être manipulatrice, mais je n'ai jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Peux-tu me pardonner? Je le pouvais. Dorothy avait été manipulée comme tout le monde. Nous avons commencé à dîner tous les dimanches, reconstruisant notre relation. D'autres membres de la famille ne se sont jamais excusés. Ils croyaient encore au mensonge de Carole où ils avaient choisi un camp et n'admettraient pas qu'ils avaient eu tort. Je les ai complètement retirés de ma vie. J'en avais fini avec les gens qui ne me croiraient pas. Carole et Tyler ont tous deux plaidé coupables à des accusations réduites pour éviter un procès. Tyler a eu 2 ans de probation et a dû payer une restitution. Carole a eu une probation et a reçu l'ordre de ne pas avoir de contact avec moi pendant 5 ans. Le tribunal leur a également ordonné de payer mes frais de justice. Ils n'auraient jamais ce genre d'argent, mais savoir qu'ils étaient légalement obligés ressemblait à de la justice.
6 mois après l'audience de mise sous tutelle, j'étais assise dans mon nouvel appartement, un lumineux T3 avec une vraie lumière du soleil et un gérant d'immeuble qui ne menaçait pas de m'expulser. J'avais reconstitué mes économies. Ma carrière était florissante. J'avais même commencé à sortir avec quelqu'un, un homme gentil nommé Andrew, qui travaillait dans la finance et pensait que mon drame familial me rendait forte, pas endommagée. La vie n'était pas parfaite, mais elle était de nouveau la mienne. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais appris à travers ce cauchemar, sur les limites, l'estime de soi et le fait de se défendre même quand ça vous coûte tout. J'ai appris que céder aux brutes ne les fait pas arrêter. Ça leur apprend juste que l'intimidation fonctionne. Chaque fois que j'avais essayé de m'accommoder de Carol ou de Tyler par le passé, ils en demandaient juste plus. Ce n'est que lorsque j'ai tenu bon et dit non que les choses ont changé. J'ai appris que les gens qui vous aiment vraiment vous croiront et vous soutiendront. Dorothy a changé d'avis quand elle a vu l'épreuve. Mes vrais amis sont restés à mes côtés même quand les choses semblaient mal. Les gens qui m'ont abandonné sur la base des mensonges de Carol n'étaient pas des gens dont j'avais besoin dans ma vie de toute façon. J'ai appris que la documentation compte plus que la manipulation émotionnelle. Carol était une experte pour jouer la victime, pour pleurer sur commande, pour faire en sorte que les gens aient pitié d'elle. Mais au tribunal, les preuves l'emportaient sur l'émotion à chaque fois. Mes relevés bancaires et mes dossiers d'emploi disaient la vérité mieux que n'importe quel témoignage larmoyant. J'ai appris que se défendre signifie parfois être seul. Il y a eu des semaines où je n'avais personne de mon côté, sauf mon avocate. Quand toute ma famille croyait aux mensonges de Carol, quand je me demandais si j'étais folle de continuer à me battre. Mais être seul temporairement valait mieux que d'être contrôlé pour toujours. J'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par l'acceptation de ma famille. Pendant des années, j'avais porté la culpabilité d'avoir coupé le contact avec Carol et Tyler. Je m'étais demandé si j'étais une mauvaise fille, une mauvaise sœur. Mais le lien du sang ne donne à personne le droit de vous exploiter ou de vous abuser. La famille est censée vous élever, pas vous démolir. La thérapie a aidé à cette prise de conscience. Après que tout se soit calmé, j'ai commencé à voir une conseillère nommée Dr Sarah, qui se spécialisait dans les traumatismes familiaux. Elle m'a aidé à comprendre que ce que Carol et Tyler avaient fait était de la maltraitance émotionnelle et de l'exploitation financière. Que fixer des limites n'était pas cruel, c'était sain. Que j'avais tout à fait le droit de me protéger. Le travail est redevenu un endroit que j'appréciais vraiment, sans le stress constant du harcèlement. Je pouvais me concentrer sur mon travail. J'ai de nouveau été promu 6 mois après mon retour, cette fois au poste de vice-présidente exécutive. Marcus m'a dit que je l'avais mérité, non seulement par ma performance au travail, mais par ma grâce sous pression. Vous avez géré une situation impossible avec professionnalisme, a-t-il dit. C'est le genre de leadership que nous apprécions. Ma relation avec Andrew s'est développée lentement. Il savait tout de mon passé, tous les détails sordides, et il n'a pas fui. À notre 6e rendez-vous, je lui ai parlé de l'audience de mise sous tutelle, et il m'a juste tenu la main. Tu as survécu à ça, a-t-il dit. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je recevais encore des lettres de Carol parfois. La poste les transférait de mon ancienne adresse. Je reconnaissais son écriture sur les enveloppes. Je les jetais sans les ouvrir. Je n'avais aucun intérêt pour la manipulation qu'elle tentait maintenant. Tyler a essayé de m'ajouter en ami sur un nouveau compte de réseau social une fois. Je l'ai immédiatement bloqué et je l'ai signalé à son agent de probation. Il était censé ne pas avoir de contact. Je ne lui donnais aucune chance de recommencer le harcèlement. Certaines nuits, j'avais encore des rêves d'anxiété sur cette période, sur la perte de mon emploi, de mon appartement, de ma liberté. Je me réveillais en panique, pensant entendre Tyler dans le couloir, ou qu'un autre procès était arrivé. Mais ensuite, je me souvenais où j'étais, en sécurité, libre, en contrôle de ma propre vie. J'ai gardé une photo sur mon bureau au travail. C'était de ma remise de diplôme universitaire il y a 8 ans. Je porte ma toque et ma toge, je tiens mon diplôme, debout seul. Carol et Tyler n'étaient pas venus à la cérémonie. Ils avaient dit qu'ils étaient occupés. Regarder cette photo me rendait triste autrefois. La fille sur la photo avait l'air si seule, si incertaine de son avenir. Mais maintenant, quand je la regardais, je voyais quelque chose de différent. Je voyais de la force. Cette fille avait fait ses études par elle-même, sans aide. Elle avait mérité chaque crédit, chaque bourse, chaque dollar de son chèque de paie. Elle l'avait fait seule parce qu'elle le devait.
Et elle avait été assez forte pour continuer. J'étais fier d'elle. J'étais fier de moi. Un dîner du dimanche avec Dorothy, elle m'a demandé si je pardonnerais un jour à Carole. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être un jour. Mais le pardon ne signifie pas laisser quelqu'un revenir dans votre vie. Ça signifie juste lâcher la colère. Je n'y étais pas encore. J'étais encore en colère parfois. En colère contre les mois d'enfer que Carole m'avait fait traverser. En colère contre les frais de justice, le temps perdu et les dommages à ma réputation. En colère qu'elle ne se soit jamais excusée ou n'ait jamais admis ce qu'elle avait fait. Mais j'y travaillais. La colère s'estompait lentement, remplacée par quelque chose de plus proche de la pitié. Carole avait 70 ans et elle avait brûlé tous les ponts. Elle avait aliéné sa fille, endommagé ses relations avec la famille élargie et s'était mérité un casier judiciaire. Elle avait détruit sa crédibilité et sa réputation. Tout cela parce qu'elle ne pouvait pas lâcher son besoin de me contrôler. Tyler ne changerait probablement jamais. Il passerait à son prochain stratagème, à sa prochaine victime. Mais il ne s'en prendrait plus à moi. L'ordonnance de restriction et la probation avaient du mordant. S'il les violait, il irait en prison. J'ai pensé à envoyer une lettre à Carole une fois, lui disant à quel point elle m'avait blessé, lui demandant pourquoi elle l'avait fait, mais je savais que je n'obtiendrais jamais de vraie réponse. Les gens comme Carole n'ont pas de perspicacité sur leur propre comportement. Elle croyait probablement sincèrement qu'elle était la victime dans cette histoire. Alors je n'ai pas écrit la lettre. J'ai juste avancé. Le comité de l'entreprise sur les politiques de harcèlement au travail s'est avéré être un travail significatif. Nous avons élaboré des protocoles pour les employés confrontés au harcèlement externe qui affecte leur travail. Des directives pour les RH sur la façon de soutenir les employés plutôt que de les traiter comme des handicaps. Une formation pour les gestionnaires sur la reconnaissance du moment où quelqu'un est une victime plutôt qu'un problème. J'ai aidé à rédiger ces politiques en pensant à ma propre expérience. À quel point c'était terrifiant quand Marcus a remis en question mon engagement. À quel point c'était humiliant d'être mis en congé administratif. À quel point j'étais proche de tout perdre parce que mon employeur me voyait comme une source de drame plutôt qu'une employée attaquée. Peut-être que mon expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à éviter la même douleur. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat pour une organisation d'aide juridique qui aidait les gens à lutter contre les cas de mise sous tutelle frauduleux. Ce qui m'était arrivait aussi à d'autres personnes. Parfois, des membres de la famille essayaient de prendre le contrôle pour un gain financier. Parfois, ça marchait et la victime perdait sa liberté pendant des années. Je voulais aider à empêcher cela. J'ai pris la parole lors d'ateliers sur les signes avant-coureurs. J'ai aidé à examiner des cas. J'ai donné de l'argent pour aider les gens à se payer la représentation juridique dont ils avaient besoin. Transformer mon traumatisme en quelque chose d'utile ressemblait à reprendre le pouvoir. Andrew m'a demandé une fois si je regrettais d'avoir coupé le contact avec Carole toutes ces années auparavant. Si peut-être les choses auraient été différentes si j'étais resté en contact. Non, ai-je dit sans hésiter. Couper le contact a été la chose la plus saine que j'ai jamais faite. Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que c'était la vérité. Les années que j'avais passées à essayer d'avoir une relation avec Carole avaient été des années de manipulation, de culpabilisation et de sentiment de n'être jamais assez. Les 3 années avant qu'elle ne se présente à mon bureau avaient été paisibles. J'avais bâti ma carrière, me suis fait de vrais amis, j'ai appris à faire confiance à mon propre jugement. La coupée de ma vie n'avait pas été cruelle. C'était de l'autopréservation. Et quand elle a essayé de se réintroduire de force dans ma vie, je me suis battu. Pas parfaitement. Pas sans coup. Mais je me suis battu et j'ai gagné. C'était la leçon que j'emporterai avec moi. On ne doit à personne l'accès à sa vie simplement parce qu'ils sont de la même famille. La famille est censée être une source d'amour et de soutien. Quand c'est une source de douleur et d'exploitation, au contraire, on a tout à fait le droit de s'en aller. Se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire. La vérité finit toujours par éclater, même si cela prend du temps, coûte de l'argent et vous oblige à prouver des choses qui ne devraient pas avoir besoin d'être prouvées. Et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Même lorsque vous êtes au plus bas, fauché, seul et face à une salle d'audience pleine de gens qui essaient de vous prendre votre liberté. Vous avez la force de vous battre. J'avais survécu à la pire chose que je pouvais imaginer. Et j'en étais sorti non seulement intact, mais plus forte. Ma vie m'appartenait maintenant.
Personne ne pourrait plus me l'enlever. Alors, si vous êtes là, confronté à quelque chose de similaire, si vous avez des membres de la famille qui essaient de vous manipuler ou de vous exploiter, si vous vous demandez si vous avez tort de fixer des limites ou de couper le contact, laissez-moi vous dire ceci. Vous n'avez pas tort. Vous vous protégez. Et ce n'est pas seulement votre droit. C'est votre responsabilité. Ne laissez personne vous faire sentir coupable de choisir votre propre bien-être plutôt que leurs exigences. Ne laissez personne vous convaincre que se défendre fait de vous la mauvaise personne. Et ne laissez jamais, jamais personne vous prendre votre liberté sans vous battre. Vous valez la peine de vous battre. Votre vie vaut la peine d'être protégée. Et vous êtes plus fort que quiconque essaie de vous démolir. Je le sais parce que je l'ai vécu. Et si je peux m'en sortir, vous le pouvez aussi. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà eu à fixer des limites avec des membres de la famille qui ne les respectaient pas? Comment avez-vous géré la situation? Qu'avez-vous appris de l'expérience? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse quelque chose de similaire. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la façon de surmonter les drames familiaux et de se défendre. Partagez-la avec toute personne qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule face à des situations familiales difficiles. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné matière à réflexion. Que ce soit sur vos propres limites ou sur le soutien à quelqu'un d'autre qui mène sa propre bataille. Prenez soin de vous. Vous le méritez.